Vous avez choisi Walf TV pour vous informer, vous faites bien. Merci de nous accompagner. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mohamed Kanté. Il est ingénieur spécialisé en protection des risques, expert incendie et explosion. Il est auteur de ce livre, ça n'arrive qu'aux autres, incendies domestiques, comment les prévenir. Notre compatriote qui vit au Maroc, Monsieur Kanté, bienvenue sur Walf TV. Bonjour Hassan. Je remercie Walfadjri pour cette opportunité qui m'est offerte pour parler de mon livre. J'en profite pour remercier et saluer mes parents, remercier et saluer tous mes professeurs, voilà, qui me reconnaîtront à travers votre écran, tous mes amis, mes collègues qui me suivent à travers Walfadjri. Merci. Alors, un livre qui nous parle d'incendie domestique, un sujet qui défraie la chronique depuis quelque temps au Sénégal avec plusieurs incendies qui se sont passés. Mais d'abord, pourquoi ce livre? Quel est l'élément déclencheur de ce livre? Ça n'arrive qu'aux autres. D'accord, merci Hassan pour cette question. En fait, j'ai fait un constat en tant qu'ingénieur qui travaille dans la prévention. J'ai fait un constat, les ingénieurs et les techniciens n'ont pas l'habitude d'écrire pour parler à la population. On a l'habitude d'écrire des notes techniques, des livres qui sont très techniques, qui ne nous parlent qu'à nous qui sommes ingénieurs ou techniciens. Donc, ça c'est le premier constat. Après, en regardant la télé le soir, le journal, etc., je vois il y a beaucoup de catastrophes qui se passent dans les marchés, incendies de marché, dans les maisons, en prenant l'exemple de ce qui s'était passé à la Médina, où 9 talibés sont partis. Et c'était 2013, si je ne me trompe pas. C'était 2013 ou 2014. Maintenant, les événements qui sont à la base, qui sont la cause de ces sinistres, sont des trucs tellement basiques que la population ne connaît pas. J'ai dit que moi, en tant que sachant, je dois faire quelque chose. Je ne dois pas rester comme ça, à juste protéger ma famille et mes proches. C'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire ce livre pour que voilà, tout citoyen lambda puisse en profiter et puisse en bénéficier. Alors, un livre d'une centaine de pages, 97 pour être exact, 97 pages qui nous parlent d'incendies domestiques et les moyens de se prémunir de ces incendies. Mais à l'entame de votre livre, vous avez fait un peu de théorie, revenant un peu sur les termes que vous utilisez dans votre jargon, que vous avez essayé de démocratiser. Oui, effectivement, c'est ça l'objectif. Comme vous l'avez vu dans l'avant-propos, j'ai voulu écrire un livre qui sera, d'ailleurs qui est accessible à tout le monde. Donc on n'a pas besoin d'être technicien, ingénieur pour pouvoir digérer ce livre. Donc pour pouvoir comprendre ce que je vais développer après, c'est-à-dire les moyens de prévention, de protection, il faut commencer par de la théorie. Donc dans cette théorie, j'ai expliqué c'est quoi la différence entre un feu et un incendie. C'est quoi un extincteur, c'est quoi un détecteur incendie, etc., etc. Maintenant, juste, je vais expliquer, voilà, une définition que j'ai l'habitude de donner. C'est, il y a le feu et l'incendie. Le feu, c'est quelque chose qu'on a tous les jours à la maison. C'est-à-dire quand on veut faire du thé, quand on veut cuisiner, etc., on fait du feu. Parce que le feu, c'est tout ce qui est maîtrisé dans l'espace et dans le temps. Donc tu allumes ton gaz, tu chauffes quelque chose, tu l'éteins, tu le maîtrises dans l'espace et dans le temps. Maintenant, un incendie, c'est un feu qui dépasse cet espace et ce temps. Donc, dès que ça dépasse l'espace et le temps, on est dans un incendie. Maintenant aussi, pour avoir un incendie, il y a ce qu'on appelle le triangle de feu. Le triangle de feu, c'est 3 éléments qui composent notre environnement immédiat. Donc, le premier élément, c'est ce qu'on appelle le combustible. Le combustible, à la maison, on a des fauteuils, on a nos habits, on a du bois, on a du papier, etc. C'est ça les combustibles, tout ce qui peut brûler. Le deuxième élément, c'est le comburant. Le comburant, le plus présent, c'est l'oxygène de l'air. Et le troisième, c'est, on appelle ça l'élément ou l'énergie d'activation, qui peut être un briquet, un court-circuit électrique, une allumette, etc., etc. Donc, ces 3 éléments réunis, il y a le feu. Maintenant, je vais développer après avec vos questions. Pour intervenir, pour éteindre le feu ou bien pour faire de la prévention, il suffit juste d'éliminer un de ces éléments.
vous êtes dans la prévention. Vous évitez qu'un incendie se produise. Alors, Mohamed Condé, je vous repose votre question introductive. Ouais. Comment se déclenche le feu? Comment se déclenche le feu? Le feu se déclenche à la différence de l'explosion. L'explosion, c'est un événement qui est subite et soudain. C'est-à-dire, quand quelque chose explose, il donne pas de... Il n'alerte pas, il n'avertit pas. Alors que le feu, c'est progressif. Le feu commence par quoi? Dans les premières minutes d'un incendie, il y a la fumée. Si c'est du papier qui brûle ou du bois, etc. Donc, c'est comme ça que déclenche un feu. Il faudrait que ces trois éléments que j'ai cités tout de suite, qu'il y ait oxygène de l'air, assez d'oxygène, qu'il y ait énergie d'activation, ça peut être une allumette, et qu'il y ait quelque chose à brûler. Dès que ces trois éléments se rencontrent, début d'incendie. Maintenant, un début d'incendie, c'est les premières fumées, etc. Donc, pour contrecarrer cela, c'est pour cela qu'on demande, bon, en France, c'est depuis 2015 et en Europe, dans toutes les habitations, ils sont obligés d'avoir des détecteurs de fumée. Parce qu'un feu, quand ça commence par les premières fumées, et ce sont les premières fumées qui donnent le déclenchement au niveau du détecteur incendie. Et puis, la personne est au courant qu'il y a un feu, il prend son extincteur, il agit. Donc, c'est ça la différence entre l'incendie et l'explosion. L'explosion, lui, il ne te dit pas que je suis en train de se produire. Boum! C'est ça la différence. Voilà. Alors que l'incendie, ça prend du temps. C'est pour cela qu'il faut beaucoup travailler sur la prévention que sur la protection. Mais restons un peu sur la théorie avant de venir sur la prévention. D'accord. Vous nous dites, vous écrivez que les feux sont classés en 5 classes A, B, C, D et F. En quoi consistent ces classes? Voilà, vous savez, dans la science, dans les techniques, etc., pour faciliter la compréhension, on fait des classifications. Donc, les feux sont classés, les feux de classe A, classe B, classe C, classe D et classe F. Maintenant, les feux de classe A, c'est tout ce qui est les feux, voilà, combustibles solides, c'est-à-dire le papier, le bois, etc. C'est ce qu'on appelle les feux de classe A. Donc, quand on classifie, on sait qu'il y a des feux de classe A, donc on identifie les éléments ou les agents qui peuvent éteindre les feux de classe A. C'est pour cela que cette classification a été faite. Maintenant, après, il y a les feux de classe B. C'est tout ce qu'on peut... B, bon, il y a une façon pour les retenir. B, dès que vous voyez B, pensez à bidon. Donc, bidon, les bidons sont en plastique. Et ce qui est contenu dans les bidons, souvent, ça peut être de l'essence, de l'huile, du carburant, etc. Donc, les feux de classe B, c'est ça. Ce sont les feux de plastique et de combustible. Les feux de classe C, c'est quand tu penses à C, tu penses carbone, gaz, voilà. C, c'est les feux de gaz. Et D, ce sont les métaux. Bon, ça, on ne le trouve pas à la maison. C'est dans les industries. Et les feux qui sont classés F, c'est tout ce qui est lié à la cuisine. Les feux de cuisson. Donc, les restaurants, etc. Ils doivent beaucoup... Bon, je les invite même à acheter ce livre parce que les restaurants utilisent beaucoup d'huile pour faire des frites, des hamburgers, etc. Et ils travaillent à la chaîne. Donc, le risque est beaucoup plus élevé. Donc, pour ces types de feux dans les cuisines, on appelle ça les feux de classe F. Alors, nous allons parler de la prévention, mais revenons un peu en Afrique avec les incendies. Il y a tellement d'incendies domestiques, que ce soit au Sénégal. Vous avez donné dans votre livre des statistiques du Maroc qui font froid dans le dos. Et ça se passe un peu partout comme ça en Afrique. Et quels sont les éléments déclencheurs, en tout cas, qui font qu'il y a beaucoup tous ces incendies domestiques en Afrique? Effectivement, merci pour cette question. Bon, je vais commencer par une chose, c'est que nous, en Afrique, on a un problème avec les chiffres. On ne travaille pas sur les statistiques. Donc, j'ai beaucoup souffert pour trouver des informations sur les incendies au Sénégal, déjà. Dans d'autres pays, j'ai galéré. Donc, au Maroc, j'ai pu avoir quelques chiffres. C'est ce que j'ai mis dans le livre. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui cause les incendies à la maison? La plupart du temps, c'est la méconnaissance du danger. Deuxièmement, c'est la négligence. Soit on ne connaît pas, ou bien on connaît mais on néglige. On se dit ça n'arrive qu'aux autres, d'où le titre du livre. Donc avec vos questions, je pourrais entrer en profondeur. Par rapport à ces coûts, il y a les appareils de cuisson, vous avez noté ce point qui est assez important, qu'on utilise dans toutes les, disons, dans toutes les maisons. Toutes les maisons. Merci pour cette question. Donc, dans la classification et les statistiques que les gens sont obtenus,
dans la maison, là où le feu se produit le plus, c'est dans la cuisine. Parce qu'il y a le gaz, ou bien il y a les plaques chauffantes, ou bien chez nos mamans qui sont un peu à l'intérieur, du charbon de bois ou du bois même pour faire la cuisson. Maintenant, du moment où on prend de l'huile, on le met sur le feu. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, les gens sont captivés par les téléphones. Donc, tu mets de l'huile sur le feu, tu es sur ton téléphone. Tu es connecté sur ton téléphone, tu oublies que tu as mis quelque chose sur le feu, l'huile prend feu. Et quand l'huile prend feu, c'est extraordinaire. Et l'erreur que font les gens, la plupart, dès que l'huile prend feu, ils mettent de l'eau. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Déjà, les mamans qui ont l'expérience dans la cuisine, ils voient que quand elles mettent l'huile au feu pour que voilà, ça chauffe avant de faire la cuisson, même s'ils mettent une goutte d'eau qui tombe dedans, ça fait comme si ça explose. Donc ça, c'est un message qui est très clair. Quand l'huile prend feu, il ne faut jamais mettre de l'eau dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il y a des... Voilà, dans les cuisines, souvent, nos mamans ont des serviettes, des torchons. Il faut prendre un torchon qu'il faut bien imbiber d'eau et vous venez, vous le recouvrez pour étouffer l'huile qui est en train de prendre feu. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais mettre de l'eau. Ça peut vous brûler et projeter les flammes voilà, à l'extérieur de la cuisine. Peut-être ça va aller brûler le salon, etc. et propager le feu. Donc, la cuisine, c'est le foyer numéro 1 de feu domestique. Alors, quand on parle d'incendie au Sénégal, on a l'habitude d'entendre le terme court-circuit, que ce soit dans nos marchés. Presque tous les marchés du Sénégal ont une fois brûlé. Les hôpitaux, ça se répète, il y en a 2 au minimum ces dernières années. Qu'est-ce qu'un court-circuit avant tout? D'accord, merci pour cette question. Pour répondre à cette question, je vais repartir des statistiques qui disent que au niveau des incendies domestiques, 1/4 des incendies domestiques sont d'origine électrique. Donc, installation électrique. Maintenant, c'est quoi un court-circuit? Un court-circuit, c'est une anomalie dans les installations électriques. Maintenant, ce qui peut causer un court-circuit, il y a beaucoup de facteurs. Bon, qu'on ne va pas énumérer ici parce qu'il y en a beaucoup, mais je peux lister par exemple une mauvaise installation électrique. Une installation électrique qui n'est pas conforme, aujourd'hui, peut créer un court-circuit. Deuxièmement, une installation électrique où la personne voit qu'il y a le disjoncteur, il saute tout le temps, ou bien les fusibles se crament tout le temps. Et la personne ne fait que changer les fusibles, ou bien dire que bon, c'est pas grave. Voilà une autre cause de court-circuit. Donc, il y a aussi les équipements électriques que nous achetons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital. On achète beaucoup de choses sur Internet. On importe des choses qui ne sont pas conformes. Et ces éléments aussi peuvent créer des courts-circuits à la maison. Donc, je vais inviter nos frères, nos sœurs, nos mamans et tout le monde, en achetant des produits sur Internet, il faut s'assurer qu'il y a la marque CE dessus. CE, ça veut dire conformité européenne. Quand c'est conforme à ça, ça veut dire que c'est conforme à toutes les règles et les exigences en termes électriques. Vous venez de parler des fusibles qui sautent et que celui qui a en charge l'installation ne fait que changer ce fusible-là. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? On doit revoir toute l'installation? Heureusement qu'il y a des fusibles. Parce que le fusible, son rôle, c'est de couper l'électricité à son niveau. Donc lui, il prend le problème qui existe dans le réseau, c'est le fusible qui le prend et le fusible coupe l'électricité. Mais quand ça devient récurrent, ça devient fréquent, ce qu'il faut faire, il faut faire appel à des professionnels. Je vois aujourd'hui, il y a un organisme qu'on a mis en place au Sénégal qui s'appelle COSUEL. Voilà, je vois que c'est une bonne initiative. Il ne faudrait pas que ça soit commercial, il faudrait que ça soit utile à la population. Je vois que bon, c'est eux qui font les pré-réceptions des installations électriques avant que la Sénélec ne vienne installer le compteur. Mais il faudrait qu'ils aillent plus loin que ça, c'est-à-dire quand un particulier voit que chez lui il y a des problèmes, des courts-circuits qui se répètent, qu'il puisse aller faire un diagnostic. Voilà, ils ont des appareils pour ça, ils font des mesures sur les câbles et tout, et après ils vous font un rapport, ils vont vous soulever toutes les non-conformités qu'il faut lever.
Et dès que c'est fait, après vous allez voir, ces problèmes vont disparaître. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez aussi écrit dans ce livre, il y a des appareils électroniques ou électriques qui sont, disons, potentiellement dangereux. Oui. Au-delà de ces installations qui peuvent être de mauvaise qualité, il y a aussi les surcharges qui peuvent faire que le réseau ne tienne plus. Effectivement. En parlant de surcharge, je vais commencer par un équipement que tout le monde utilise à la maison, c'est les multiprises. Les multiprises sont dimensionnées pour recevoir une certaine quantité, si je peux m'exprimer ainsi, d'électricité ou de charge. Donc, une multiprise peut prendre peut-être 3 appareils, par exemple. Mais dans nos maisons, vous voyez, je parlais tout de suite de négligence, on dit, bon, c'est pas grave, on charge tout. Maintenant, cet appareil ne pouvant prendre que 3 appareils, pour me répéter, on en met 5 ou 6. Donc, ça chauffe. Donc, comme c'est des composants qui sont électroniques, ça fond. Le bâti des multiprises, c'est du plastique. Le plastique prend feu. Et souvent, ça se trouve sous les rideaux, à côté des moquettes. Et le feu se propage et ça devient un incendie. 2 points que nous allons aussi développer par rapport à ces installations électriques. Une défaillance de la mise en terre, de mise à la terre, mais aussi une mauvaise isolation des fils électriques. Effectivement. Je vais commencer par la mise à la terre. On construit souvent des maisons, on l'oublie. La mise à la terre, c'est, bon, pour ceux qui le savent, c'est une installation du cuivre qu'on prend et qu'on enterre dans la terre. Okay. On appelle ça mise à la terre. C'est quoi son rôle? Souvent, il y a des perturbations dans le réseau de la Sénélec, ou bien quand il y a la foudre, ou bien voilà, pendant la période des pluies, il y a la foudre. La foudre perturbe les installations électriques. Donc, ça crée une surcharge dans le réseau. Maintenant, cette surcharge, s'il n'y a pas la mise à la terre, ça peut aller brûler peut-être ta télé ou bien le frigo, etc. Donc, cette mise à la terre, elle est importante. Ça permet d'absorber toutes les fluctuations qui se passent dans le réseau. Ça va à la terre. Donc, la terre, d'ailleurs, nous, quand on partira, on sera à la terre. Donc, Dieu nous a donné des solutions autour de nous. Donc la mise à la terre permet d'absorber ces flux-là. Et par rapport à l'incendie dû à l'électricité, comment se prémunir? Comment se prémunir? J'avais commencé par ça. C'est quoi? Il faut avoir des installations électriques qui sont conformes. Quand on est en habitation, il n'y a pas beaucoup d'exigences pour l'habitation. Donc, se faire installer ces installations par des professionnels. On a l'habitude, bon, parce que les petits tâcherons du quartier coûte moins cher, tu vas appeler ton petit cousin, il vient, il bricole des trucs. Dès que tu allumes la lumière, tu es content, tu allumes la télé, tu es content, tu penses que c'est bon. C'est bon pour un certain moment, mais c'est pas conforme. Donc il faut il faut faire des installations électriques conformes par des professionnels. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, s'il y a une réglementation, il faut se conformer à la réglementation. Et aussi avoir l'œil partout, avoir le flair. Parce que souvent, on sent du brûlis à la maison, mais souvent, on néglige. En négligeant, ça s'accumule. Après, ça devient une bombe pour la maison. Donc, pour tout ce qui est installation électrique, moi, je dis qu'il y a beaucoup de normes qui existent. Quand vous voudrez acheter des appareils électriques, des interrupteurs, etc., il y a des marques qui sont conformes. Et ils ont la marque CE ou bien NF. NF, ça veut dire norme française. Soit c'est NF ou CE, vous achetez ça, vous installez, ça a un coût, mais la sécurité n'a pas de prix. Voilà. Et quand ça arrive, comment réagir? Quand ça arrive, comment réagir? C'est ce qu'on appelle comment organiser l'intervention ou l'évacuation. On évacue quand on ne peut plus intervenir. Donc, quand il y a un feu à la maison d'origine électrique, première chose, il ne faut jamais mettre l'eau. D'accord. Court-circuit, voilà, on appelle ça électrocution. Ça peut vous tuer. Donc, il y a des extincteurs qu'on appelle extincteurs CO2. C'est des extincteurs avec du CO2. C'est ça qui est adapté pour attaquer les installations électriques. À défaut, il y a des extincteurs qu'on appelle ABC, c'est de la poudre. Ça agit aussi sur les installations électriques. Mais le bémol, c'est quoi? Dès que tu l'utilises, c'est salissant parce que c'est de la poudre qui salit. Alors que le CO2, c'est pas salissant. Ça éteint le feu et puis c'est bon. Donc, ça, si vous ne pouvez agir. Maintenant, si vous ne pouvez pas agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évacuer. Donc, si vous êtes en étage,
et que l'incendie prend une certaine ampleur, on évite de prendre les ascenseurs. Ça, normalement, peut-être ici, vous avez des règles de sécurité. Quand il y a un incendie, on ne prend jamais les ascenseurs. Parce qu'après, on coupe l'électricité. Si ça te trouve dans l'ascenseur, tu es bloqué. Et d'habitude, les ascenseurs, c'est comme des cheminées. Le feu vient là-bas, c'est fini. Donc, il faut toujours prendre les escaliers. Et quand le feu, voilà, l'incendie fait de la fumée va en hauteur. L'air frais étant plus lourd que la fumée, l'air frais se trouve en bas. Donc quand il y a incendie, il faut se mettre le plus bas possible pour pouvoir respirer l'air frais et chercher le chemin pour évacuer et appeler les secours. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Kanté, il est ingénieur spécialisé en prévention des risques, expert incendie et explosion, auteur du livre Ça n'arrive qu'aux autres, incendies domestiques, comment les prévenir. Kanté, nous allons poursuivre avec les extincteurs. Oui. J'y arrive, vous nous en parlez tantôt, mais par rapport à celui qui a un extincteur chez lui et qui doit vérifier la conformité de cet extincteur-là, comment est-ce qu'il doit faire? D'accord, merci pour cette question. Déjà, ça va nous permettre de revenir sur une question que vous aviez posée tout de suite, c'est la classe de feu. Donc, les feux sont classés de type A, B, C, etc. Les extincteurs aussi sont classés. Donc, pour chaque type de feu, il y a un extincteur qui est adapté. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc, quand on veut acheter des extincteurs pour la maison, il faut savoir ce qu'on achète. Maintenant aussi, pour les extincteurs, faut acheter il y a beaucoup d'extincteurs qui viennent de Chine. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais il faut vérifier que c'est CE. Si c'est pas la conformité. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a des extincteurs qui ont des manomètres. C'est des aiguilles qui sont là-dessus, qui se trouvent dans une partie verte, et à gauche et à droite, il y a la partie rouge. Donc, en tant que chef de famille, etc., si vous avez un extincteur à la maison, avec un manomètre, chaque semaine, il faut vérifier que le manomètre se trouve dans la partie verte. Ça veut dire que cet extincteur est en bonne et due forme et qu'il est utilisable quand il y a un incendie. Si vous le voyez dans le rouge, vous appelez celui qui vous a fourni l'extincteur pour venir vous le remplacer. Donc voilà un peu comment on vérifie un extincteur. Mais aussi à l'achat, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous voulez protéger la cuisine, il y a des extincteurs pour la cuisine. C'est des extincteurs de type qu'on appelle AFF. Voilà, donc c'est pour la cuisine, c'est pour éteindre... si vous n'avez pas les torchons, les serviettes mouillées pour éteindre le feu, vous pouvez utiliser les extincteurs de type AFF. Après cela, à la maison, on a des coffrets et des armoires électriques. Donc, pour ces types d'incendie, il faut mettre un extincteur CO2. Maintenant, pour éviter d'avoir 3-4 extincteurs à la maison, il y a un extincteur qu'on appelle passe-partout, c'est l'extincteur à poudre ABC. Donc, à la maison, si on a un extincteur ABC, c'est passe-partout. C'est vrai que c'est salissant, mais au moins, ça va éteindre le feu. Donc, c'est ce que je peux donner comme exemple et conseil. Alors, dans votre livre, Mohamed Kanté, vous êtes revenu un peu en parlant des causes de ces incendies, des fumeurs qui aussi peuvent être nuisibles à la maison. Comment se prévenir de ces incendies-là? Merci pour cette question. En fait, en regardant le livre, on a listé toutes les causes à la maison qui peuvent créer les incendies. Il y a les installations électriques, il y a la cuisine, mais aussi il y a l'action de l'homme. L'action de l'homme, c'est quoi? On a des enfants à la maison. Souvent, les enfants, il ne faut jamais laisser des briquets ou les allumettes à leur portée. Il y a beaucoup d'incendies qui ont eu lieu dans les maisons. C'est un enfant qui s'amusait, il a mis le feu, lui, il s'amusait, alors qu'il a brûlé la maison. Il y a les fumeurs. Donc, les fumeurs, voilà, d'après les statistiques, comment les fumeurs ont créé des incendies chez eux? Souvent, on rentre à la maison, on est fatigué. On allume une clope pour les fumeurs. Tu commences à fumer, tu t'endors. Tu crées un incendie. Ou bien, tu finis de fumer, tu jettes ça dans une corbeille, croyant que le mégot est éteint, alors que ce n'est pas éteint. Ça est en train de se consumer, ça crée un incendie. Donc, comme conseil, quand on se sent fatigué, ou bien on a un peu bu pour ceux qui boivent, etc., il ne faut pas fumer. Il faut attendre d'être bien éveillé et tu fumes. Et de préférence, il faut fumer à l'extérieur. Il ne faut pas fumer dans les chambres ou dans les salons. Et aussi, il y a des cendriers
qui sont adaptés. C'est des cendriers métalliques. Quand tu mets le mégot dedans, ça se referme automatiquement. Comme il n'y a pas d'oxygène, même si le mégot était toujours allumé, ça va s'éteindre. Ou bien, vous mettez dans un cendrier que vous avez et vous mettez de l'eau. C'est sûr que ça s'éteint. Donc voilà des conseils aussi pour éviter les incendies dus aux fumeurs. On en parle peu, mais aussi ça cause beaucoup d'incendies, l'utilisation des bonbonnes de gaz butane. Effectivement. L'utilisation des bonbonnes de gaz, d'habitude les incendies qui se produisent avec les bonbonnes de gaz, c'est soit de la négligence, c'est surtout de la négligence. Surtout. Parce que les bonbonnes de gaz, voilà, la fabrication des bonbonnes de gaz est soumise à des règles qui sont très strictes. Parce qu'on les appelle des appareils à pression. Parce que le gaz est mis sous pression dans une bouteille. Donc pour la fabrication de ces bouteilles, dès qu'ils respectent les normes édictées par la loi, la bouteille elle est sécurisante, elle est en sécurité. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'utilisateurs? On vient, on met une bouteille de gaz, on met un flexible pour alimenter soit une gazinière ou etc. Ce flexible-là, c'est du plastique. Il a une durée de vie. Donc, avec le temps, ce n'est plus étanche. Ça crée des fuites. Ou bien, vous voyez, il y a une blessure quelque part, on vient, on met du scotch. Il ne faut jamais faire ça. Quand vous achetez un flexible pour la tuyauterie du gaz, il y a une date de péremption. Avant la date de péremption, vous changez. Ça, c'est le premier point de sécurité. Deuxième point de sécurité, vous voyez des gens aussi, quand ils achètent une nouvelle bouteille de gaz, ils l'ouvrent, ils mettent un briquet comme ça pour voir est-ce qu'il y a une fuite. C'est très dangereux. Il y a des méthodes pour vérifier s'il y a une fuite. Vous mettez du savon, de l'omo, vous prenez la mousse, vous le mettez là où vous voulez voir. Quand vous le mettez, quand ça gonfle, ça veut dire qu'il y a une fuite. Quand ça gonfle pas, il n'y a pas de fuite. C'est mieux que de prendre une allumette ou un briquet, vous allez mettre le feu partout. Et aussi, quand vous avez des bouteilles qui sont vides, il ne faut pas les stocker dans les sous-sols, etc. Parce que même si c'est vide, il reste toujours un peu de gaz dedans qui est sous pression. Donc, il faut les mettre dans des espaces qui sont aérés, soit sur la terrasse, etc. Mais pas dans des milieux confinés. Parce qu'à tout moment, ça peut faire une fuite et exploser. Alors, Mohamed Konté, vous avez été très généreux dans ce livre. Vous nous avez parlé des incendies, des causes, mais aussi comment se prémunir. Vous avez aussi parlé d'assurance domicile pour pouvoir, en tout cas, se relever en cas de sinistre. Effectivement. Bon, ça, c'est un clin d'œil peut-être à mes collègues, mais aussi, c'est important. Vous savez, moi, je donne toujours mon exemple. Mon père, il a travaillé peut-être pendant 30 ans pour qu'on puisse avoir une maison. Donc, si aujourd'hui, chez nous, il y a un incendie, je ne le souhaite pas, on suit les règles qui sont dans le livre, on arrive à sortir de la maison. Mais la maison brûle. Papa a pris 30 ans pour faire cette maison. La maison brûle entièrement. Nous, on est sains et saufs. Alhamdulillah. Mais, où est-ce qu'on va habiter demain? C'est ça la grande question. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, il est important de penser à s'assurer. Ça ne coûte pas cher. Les gens pensent que l'assurance... Bon, c'est vrai, j'ai mis dans le livre qu'il faudrait que les assureurs aussi pensent à faire des assurances pour ceux qui se trouvent à un certain niveau. Il faudrait qu'ils démocratisent l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, s'assure pas qui veut. Voilà, parce qu'il y a un coût. Quand on s'assure, on assure sa maison. Ce n'est pas que l'incendie, il y a le vol aussi. Il y a les dégâts des eaux. On est dans des pays où souvent, quand il y a des inondations, l'eau envahit nos maisons, ça détruit nos biens. Ça aussi, c'est pris en compte par l'assurance. Donc, tu peux sauver ta vie, mais tu vas perdre tes biens. Donc, quand tu es assuré, l'assurance t'indemnise à hauteur de ce que tu avais demandé dans le contrat d'assurance. Mohamed Konté, merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Mohamed Konté, ingénieur spécialisé en prévention des risques, expert incendie et explosion, auteur du livre « Ça n'arrive qu'aux autres, incendies domestiques, comment les prévenir ». Il était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Nous vous retrouvons, amis téléspectateurs, juste après le journal pour la version Wolof.